La Grande-Bretagne, victorieuse mais financièrement épuisée par la guerre de 7 ans, impose aux colonies d'Amérique du Nord diverses taxes, règlements et limitations qui mécontentent fortement les colons. La proclamation royale de George III en 1763 interdisait aux habitants des 13 colonies de s'installer sur les terres à l'ouest des Appalaches, territoire indien. Ce texte avait pour objectif d'organiser l'empire colonial britannique en Amérique du Nord et pacifier les relations avec les Amérindiens, mais aussi d'apaiser les craintes indiennes de voir déferler les paysans blancs sur leur territoire. Cette limitation souleva le mécontentement des colons américains, dont certains étaient déjà implantés et devaient abandonner ces terres fertiles pour retourner dans les 13 colonies surpeuplées. Beaucoup y voyaient une manière pour le roi de les cantonner, pour mieux les contrôler, sur la bande du littoral. Le Sugar Act, ou la loi sur le sucre, fut votée par le Parlement britannique en 1764. Elle avait pour but de limiter la contrebande de la mélasse et de forcer les colons à acheter les produits taxés par la Grande-Bretagne. La mélasse s'utilisait surtout dans la fabrication du rhum local et provenait des colonies françaises de Saint-Domingue. Pour détourner les colons de la mélasse française, le Parlement britannique réduit la taxe sur ce produit tout en l'étendant à d'autres, tels le sucre, le café, les piments, etc. Le Sugar Act prévoit aussi le renforcement des contrôles douaniers. Cette loi est la première d'une série ayant pour but de mieux contrôler le commerce dans les colonies et de remplir les caisses de la couronne. Elle doit aussi servir à financer les troupes anglaises stationnées sur le continent américain. Pour les colons, ces taxes affaiblissent leur économie, par exemple en rendant la fabrication du rhum non rentable. Mais surtout, les colonies sont juridiquement opposées aux taxes, suivant en cela la longue tradition constitutionnelle anglaise qui limite le pouvoir du roi à lever les impôts sans le consentement du peuple. Pas de taxes sans représentation. L'argument de Samuel Adams, futur père fondateur des États-Unis, se résume ainsi. Si les Américains sont des sujets anglais, alors ils veulent être représentés au Parlement et pouvoir ainsi faire valoir leur opinion. Il remet en cause l'autorité du Parlement de Londres à lever des impôts sur les colonies et mène la fronde anti-britannique. Le Stamp Act, voté par le Parlement britannique en 1765, imposait que les journaux, livres, contrats commerciaux, testaments, permis et cartes à jouer, etc., soient munis d'un timbre fiscal. Cette taxe modérée ne touche que les classes supérieures et la presse de chaque colonie, qui s'enflamme unanimement. Ces taxes, destinées à l'entretien des troupes anglaises stationnées en Amérique, soulèvent aussi la méfiance et l'indignation populaire. La guerre de 7 ans est terminée, les territoires français sont conquis, pourquoi entretenir une inutile armée de 10 000 soldats dans les colonies? Portée par la presse, la fronde anti-britannique s'étend. Des associations de résistance se créent comme les Fils de la Liberté. Les incidents se multiplient, des représentants de la couronne sont malmenés et des bâtiments incendiés. En 1766, devant l'ampleur du refus américain, le Parlement britannique recule et abroge le Sugar Act et le Stamp Act. Dans une atmosphère de boycott des produits anglais, de contrebande et d'extrême tension, les soldats britanniques tuent dans des circonstances peu claires 5 colons dans la ville de Boston. Cet incident mènera à son comble la méfiance que la population américaine porte aux troupes anglaises et aux intentions de la métropole. Le camp des indépendantistes s'en trouve renforcé.
Le massacre de Boston est l'un des événements qui marquent le passage du mécontentement à la révolte civile. La très puissante Compagnie des Indes orientales, proche de la couronne, rencontre des difficultés financières. Le gouvernement anglais vole à son secours en adoptant en 1773 le Tea Act, qui exonère cette compagnie des droits de douane du thé. Ainsi, elle peut vendre son thé moins cher dans les colonies. Avant l'adoption du Tea Act, le prix élevé du thé de la Compagnie des Indes orientales permettait à une multitude de petits contrebandiers américains de vivre de la vente de thé acheté à meilleur prix à Canton, dans le sud de la Chine. Cette décision les ruine. C'est la goutte de thé qui fera déborder la tasse. En réaction à l'adoption du Tea Act, les colons boycottent le thé anglais. Samuel Adams et son organisation secrète de patriotes américains, constituée d'hommes simples, d'artisans ou de petits commerçants, les fils de la liberté, se déguisent en indiens et jette à la mer la cargaison de thé d'un navire de la Compagnie des Indes. C'est la fameuse Boston Tea Party. Les représailles ne se feront pas attendre. Le roi George III ferme le port de Boston en attendant que toutes les marchandises soient entièrement remboursées et publie les actes punitifs. Ces lois de représailles, vite renommées les actes intolérables par les colons, limitent le droit au rassemblement, autorisent le jugement des suspects en métropole et permet la réquisition de bâtiments par l'armée. Bien loin de rétablir l'ordre et de renforcer l'autorité centrale en affaiblissant le pouvoir des assemblées coloniales, les actes intolérables galvanisent la rébellion et renforcent la résistance. Les formations secrètes, comme les Fils de la Liberté, se multiplient et s'organisent. Leurs messagers parcourent et relient les 13 colonies. Il devient évident qu'une grande assemblée doit se réunir pour coordonner la résistance. Elle prend le nom de Congrès continental. En 1774, à la suite des actes intolérables, les patriotes de Boston lancèrent un appel à la solidarité. Les colonies y répondirent en envoyant des représentants à la première assemblée politique indépendante, le Congrès continental. L'action de se réunir, totalement prohibée par la métropole, marque la volonté des colons de rompre les liens qui les unissent à la mère patrie, la Grande-Bretagne. Cette étape marque le passage de la contestation à la révolution. Cette assemblée politique des représentants des 13 colonies organise et coordonne l'action commune contre la métropole avant de se transformer en gouvernement central. Dès lors, les colons utiliseront le terme « État » pour désigner les colonies américaines. Pour faire reconnaître leur État et leur nouvelle liberté, le Congrès met en place un boycott des produits britanniques jusqu'à l'abrogation des actes intolérables. Avant de se séparer, les délégués du premier Congrès continental décidèrent la tenue d'un second Congrès continental. Dans la troisième partie, nous verrons comment les Américains arriveront à obtenir leur indépendance et à fonder les États-Unis d'Amérique.